Alors écoutez, pour l'organisation de nos débats, Excellence, si vous le permettez, nous allons poser toutes les questions en même temps et comme ça, chacun d'entre vous pourra donner soit une réponse collective, soit une réponse individuelle, mais ce sera plus simple. Il nous reste un peu plus d'une demi-heure, donc on va quand même avoir le temps de débattre et ce ne sont pas les questions qui manquent, même si dans chacun de vos programmes, il y a des points évidents de convergence. Il n'en demeure pas moins que l'absence d'Europe et de coopération semble quand même relativement importante. Bon, évidemment, nous n'avons pas abordé le problème du renseignement, mais nous sommes partis les uns et les autres de différentes assemblées parlementaires. Je vois notre collègue Jacques Legendre, qui est rapporteur à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, d'un rapport sur le terrorisme, même à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, j'ai aussi un rapport sur le financement du terrorisme. Nous avons quand même des assemblées qui essayent de travailler et nous avons néanmoins des législations très différentes pour beaucoup de raisons. Donc moi, ma première question, enfin ma question va être la question de la surveillance des réseaux financiers. Les petits et les grands, quels moyens avez-vous mis en place ou allez-vous mettre en place pour contrôler les flux financiers, qui ne sont pas forcément des flux importants, mais qui peuvent être des flux modestes, comme des crédits à la consommation, par exemple, étant entendu que Western Union, FedEx et tout ce genre de système d'argent dématérialisé constituent aussi des éléments qui permettent de sous-tendre une activité. Là encore, ce ne sont pas des sommes importantes, ce sont des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et je vais passer la parole au rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je vais aussi être succinct. Je voulais vous dire, Madame et Messieurs les ambassadeurs, combien j'ai été touché par tout ce que vous avez dit et combien j'ai pu remarquer quand même beaucoup de convergence dans les préoccupations et les mesures qui sont prises en œuvre, qui sont mises en œuvre dans les différents pays. Madame l'ambassadrice du Danemark, comment ne pas aimer le plaidoyer que vous avez fait magnifique pour la liberté? Et comment ne pas penser que nous aimons tous tellement cette liberté qu'il nous faut prendre des mesures pour sauvegarder la liberté contre ceux qui n'aiment pas la liberté et qui n'aiment même pas, la liberté de vivre d'autrui. Et à cet égard, c'est vrai, c'est le paradoxe finalement, les démocraties sont faibles par rapport aux terroristes, parce que nous savons bien que la plus grande victoire des terroristes serait de nous faire abandonner nos principes démocratiques, notre liberté, etc. En même temps, nous devons nous protéger. Alors, mes questions sont les suivantes. Je crois, comme Madame la Présidente, qu'il y a tellement de convergence qu'il faut certainement plus d'Europe. Premièrement, je crois que, est-ce que vous êtes tous d'accord sur la nécessité absolue que l'on ait le PNR, c'est-à-dire que l'on puisse avoir vraiment un dispositif qui permette de contrôler les flux aériens. Deuxièmement, par rapport à la déradicalisation, c'est-à-dire que tout le monde dit il y a des discours radicaux, il faut lutter contre ces discours. Que faire? C'est pas si simple, quand quelqu'un a des choses dans la tête, d'arriver à ce qu'il pense autrement. Donc, concrètement, comment voyez-vous cela très précisément? On a parlé de l'école, on a parlé du contrôle des imams, des mosquées. En même temps, bien entendu, nous ne pouvons pas suspecter quelqu'un parce qu'il est musulman. Heureusement, l'immense majorité des musulmans condamnent le terrorisme. Mais comment faire pour lutter contre cette radicalisation par un discours ou par persuader que c'est la mauvaise voie? Et enfin, ma dernière question sera sur l'Internet. Finalement, tout le monde prend, tous les États sont amenés à prendre des mesures sur l'Internet. Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni, vous avez dit, nous dialoguons avec les
les responsables, ceux qui ont des accès, hein, les majors, bon. Mais en même temps, nous prenons des mesures d'interdiction. En France, on a pris une mesure d'interdiction par rapport à certains sites, à certains messages, bon, xénophobes, racistes, apologie du terrorisme, etc. Est-ce qu'il vous paraît possible d'aller vers des règles européennes en cette matière? Parce que moi, il y a une chose que je n'accepterai jamais, je l'ai déjà dit 100 fois, mais je le dis pour la 101e fois, en m'excusant devant mes collègues, c'est que Internet soit un espace de non-droit. Il y a des lois dans tous les pays. Et on ne peut pas dire, dans nos pays, il y a des lois, elles marchent, sauf sur Internet où ça ne marche pas. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer des règles européennes par rapport à Internet, parce que le problème est mondial. Et bien entendu, même s'il y a une règle européenne, peut-être qu'il y aura un site dans une île exotique où on violera la règle européenne. Mais si l'Europe se met d'accord sur des règles, peut-être qu'on pourra parler au monde, à l'ONU, etc., qu'on sera fort pour que Internet ne soit pas un espace de non-droit. Voilà mes questions. Bien. J'ai 3 demandes de parole. Madame Gisèle Jourda. Tu appuies. Le rouge. Voilà. Voilà. Tout d'abord, donc, exprimer donc l'émotion que j'ai eue en entendant donc les prises de parole de tous nos ambassadeurs présents dans cette salle, parce que on a senti battre le cœur de l'Europe. Cette Europe qu'on a tendance à décrier bien souvent et à rendre responsable de tous les maux. On a vu, comme l'a dit Madame la Présidente, cette convergence des dispositifs mis en œuvre dans chaque pays pour justement lutter contre le terrorisme et pour faire que cette liberté de vivre sur un sol soit préservée. Et c'est ce que nous devons de faire. Donc après l'Europe économique, va venir cette Europe donc politique. Malheureusement, elle va être davantage perceptible par rapport aux douleurs que nous avons vécues début janvier et que nos amis donc danois viennent de vivre, avec des expressions différentes, mais toujours très violentes. Donc à cette violence, aujourd'hui, il nous faut répondre. Et certes, cette Europe doit être en capacité d'apporter les dispositifs pour enrayer donc cet état de fait, que je ne qualifierai ni de bien ni de mal, mais que je qualifierai simplement de maladie à exterminer, tout simplement, puisque nous ne pouvons pas donc voir ce fléau se répandre dans tous nos pays donc d'Europe et même sur le plan international. Alors moi j'ai été très intéressée, notamment par tout ce qui touche la mise en place du PNR, bien sûr, et surtout à se dire que nous pouvions peut-être prendre donc cette fois-ci la voie d'une harmonisation des dispositifs et ne pas être frileux sur ce qui peut faire l'identité des uns et des autres, puisque je crois que l'identité européenne doit surpasser cela. Et j'ai entendu dans les propos donc, de monsieur l'ambassadeur donc, de Grande-Bretagne qu'il y avait dans les dispositifs mis en place la nomination d'un coordinateur national par rapport au terrorisme. Ce sont des méthodes qu'on peut peut-être voir se généraliser de manière donc à pouvoir être efficace et ne pas chacun dans son pays tenter d'inventer l'eau chaude alors qu'il y a des dispositifs qui sont en capacité de pouvoir répondre à certaines questions. J'achèverai sur l'ouverture, la modification de Schengen. Je crois que c'est quelque chose qui s'impose à nous, de voir comment justement on peut dans la conjoncture actuelle pour justement répondre à la menace, n'hésitons pas à modifier peut-être quelque chose qui nous paraissait être quelque chose de porteur il y a quelques années en arrière. Après, nous serons toujours à temps de rectifier le tir lorsque la paix aura regagné donc notre sphère européenne et que nous aurons vu ce fléau endigué. En tout cas, je le souhaite.
Merci beaucoup pour votre intervention. Ça justifie tout à fait la demande que nous avions faite d'ouvrir cette audition aux parlementaires qui ne font pas partie de la commission d'enquête. Et merci en tous les cas de l'attention que vous avez portée à notre commission. J'ai une autre demande de parole de Michel Forissier. Merci Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour remercier Mesdames et Messieurs les ambassadeurs pour la clarté de leurs propos. Et puis, on va dire, je suis rassuré par le réflexe des démocraties par rapport à une atteinte du terrorisme, du djihadisme en particulier, qui veut bien entendu s'attaquer au concept même de la démocratie. Et je souscris parfaitement à propos également que vous avez émis, ainsi que ceux de notre rapporteur. Moi, je m'exprime en tant que sénateur, membre de la commission d'enquête, et puis également maire et élu de l'agglomération lyonnaise, de la métropole lyonnaise, qui connaît des problèmes, on va dire, où certains élus veulent expliquer la montée du djihadisme par des problèmes de crise et de manque de travail ou de cohésion sociale, et on se rend compte qu'au Danemark, c'est pas la même problématique du tout. Donc je crois que le phénomène, il faut le chercher vraiment dans ses sources. Et moi aussi, qui suis un Européen convaincu, je pense que la réponse de chaque État ne sera pas suffisante si on n'est pas capable de mettre en place une réponse européenne avec une coordination européenne et des échanges de renseignements systématiques de nos différentes coordinations nationales, puisqu'il y en a maintenant, je pense, dans tous les pays européens qui sont touchés par ce phénomène. Et comme pensez-vous, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, qu'on peut y aller jusque-là, bien qu'évidemment, pour moi, ça nécessite de faire une avancée politique européenne. C'est peut-être l'occasion justement de ne pas revenir sur notre espace de liberté européen, à la fois d'échange, de libre circulation des hommes et des produits, on va dire pour simplifier, on ne va pas rentrer dans le détail, on connaît tous ces textes et ces références par cœur, et on n'a pas le temps de refaire ce débat, mais est-ce que ce n'est pas justement l'occasion d'assujettir cet espace de liberté à un espace de protection? Je ne parle pas même de répression, parce que je considère que ceux qui tombent dans le système du djihadisme sont aussi les premières victimes. Donc je crois que, est-ce que c'est possible, à votre avis, de faire à cette occasion d'un traumatisme international fort, est-ce que c'est pas l'occasion ou jamais de faire une nouvelle avancée vers la construction européenne? Je remercie Alain Gournac pour terminer. Je voudrais effectivement dire que j'étais très satisfait d'entendre les représentants des pays amis de la France, parce que le problème, il ne nous est pas réservé. Nous venons de voir dans un pays que je connais bien, qui est le pays que vous représentez, madame, et je pense qu'il y a des idées, et que ces idées, nous pouvons les échanger. Hein, alors, il y a des spécificités, mais il y a des idées qui sont, en général, tout à fait intéressantes, parce que nous allons avoir des propositions à faire. Le final de notre travail. Alors, ma première question va vers monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Vous nous avez dit, oui, monsieur, c'est pour vous, le nombre d'imams. Vous avez beaucoup d'imams qui vont dans les prisons, parce que vous avez dit, il y a un nombre d'aumôniers. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'aumôniers dans les prisons? Nous, on vient de visiter une prison française, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a les imams? Et puis, vous nous avez parlé d'agents dans les prisons. Alors, je pense que c'est des agents de renseignement. Ah, vous n'avez pas? Ah bon? Parce que nous, on est en train de pousser des agents qui sont de l'administration pénitentiaire, de façon à nous donner... C'est pareil que vous? Bon, de façon à nous donner des... Ma deuxième question, c'est à l'ensemble de nos amis ambassadeurs. Est-ce que vos pays acceptent que les lieux de culte soient financés par des pays étrangers? Quelle est votre position sur cela? C'est-à-dire, est-ce que d'autres pays peuvent payer? Et puis à vous, Madame l'ambassadrice, on a bien sûr été extrêmement touchés par ce qui s'est passé.
Ça peut vous dire, c'est comme si c'était chez nous, hein, je vais vous dire, exactement pareil, quand j'ai entendu les choses. Ben, on a vu qu'il y avait une grande manifestation aussi, nous aussi on a eu une grande manifestation. Mais madame, on a vu aussi qu'il y avait une manifestation pour soutenir précisément le tueur. Est-ce qu'il y a une législation dans votre pays qui va réagir? Et puis, nous avons entendu, alors sur plusieurs radios, des jeunes qui étaient de ce quartier, je pense, hein, je crois, qui nous expliquaient combien il fallait absolument soutenir ce genre de choses. Quelle est la possibilité de la justice de votre pays, qui est un grand pays de la liberté, vis-à-vis de cette manifestation et vis-à-vis de ces déclarations? J'en ai vu 3 ou 4 jeunes dont même un s'exprimait parfaitement en français et nous expliquait bien qu'il fallait soutenir ce système de djihadistes. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, le grand privilège de la présidence, c'est de commencer à poser des questions, c'est aussi de poser la dernière. J'attendais que mes collègues se manifestent. J'aurais donc une dernière question collective, je dirais. Est-ce que vous avez chacun dans votre pays respectif un établissement de formation des imams? Parce que une des préoccupations, on a parlé de financement des lieux de culte, mais on a aussi un problème de formation. Alors nos amis britanniques ont réglé le problème en imposant les prêches en anglais. Ce n'est pas encore tout à fait fait chez nous. Et nous avons évidemment des imams et des aumôniers qui ne sont pas des nationaux et qui, comme le dit très joliment le responsable de formation en France, il faut mettre le texte dans le contexte, c'est-à-dire la religion dans le contexte du pays dans lequel elle s'exprime. Je vous remercie et je vous laisse la parole. Monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne, vous commencez. Merci beaucoup, madame, et merci, monsieur et madame les sénateurs, pour l'intérêt que vous avez porté et pour les questions très, très pertinentes. Je vais essayer de répondre à plusieurs, mais je laisse le soin de mes collègues de répondre aux plus difficiles. C'est probablement comme ça que ça doit marcher. Sur les renseignements, on ne peut pas dire grand-chose, bien sûr, mais je peux parler en tant qu'ex-coordinateur de renseignement. Je peux assurer les sénateurs présents qu'il y a une excellente coordination entre les services européens, mais c'est en dehors du cadre de l'Union européenne, disons comme ça. Ce n'est pas dans la compétence européenne, mais ça existe et ça marche bien. Et c'est absolument essentiel que ça marche bien. Dans le cadre de l'Union européenne, nous sommes absolument en faveur d'un PNR, et un PNR qui permet l'échange d'informations sur les vols intra-européens, bien sûr. C'est urgent. Je sais que la France en fait une quand même, et nous aussi, mais c'est beaucoup mieux que ça se fait au niveau européen. Une autre chose qu'il faut faire au niveau européen, c'est tracer les armes et lutter contre les disponibilités d'armes lourdes, qui est essentiel aussi. Quelqu'un a fait mention au flux financier. Je ne suis pas un expert, mais je sais qu'il y a des moyens de tracer les flux financiers. Peut-être pas, Madame la sénateur, suffisamment fine pour avoir des petits flux. Chez nous, un moyen qu'on utilise, c'est la proscription de certains groupes terroristes. Si on les proscrit, à ce moment-là, on peut poursuivre leur financement aussi, éviter qu'ils collectent les fonds, par exemple. Un mot sur les aumôniers. Chez nous, oui, effectivement, nous avons davantage d'aumôniers dans les prisons que c'est le cas en France, et nous les payons. Je ne suis pas certain que nous les formons. Nous exigeons, comme vous dites, madame, qui prêche en anglais, mais nous avons ça. J'essaye de faire référence au personnel pénitentiaire que nous formons pour être vigilants pour les signes de comportement suspects ou à risque, mais aussi nous avons une petite structure aussi de renseignement de ce qui se passe dans les prisons. Parce que dans les prisons, c'est un vrai pépinière de radicalisation, je pense, dans tous nos pays. Alors c'est dans l'intérêt de tout le monde. Un dernier mot de ma part sur l'Internet. Et j'entends et je comprends bien les appels pour légiférer au niveau européen sur l'Internet. Notre expérience à Londres, c'est
qu'on peut avoir un bon accord, un bon partenariat avec ces grands fournisseurs d'accès à l'Internet, ces grands acteurs, au niveau volontaire, plutôt qu'avoir recours à la législation. Je donne par exemple la façon dont ils ont réagi à la pédophilie. Là, les grandes sociétés de l'Internet ont bien agi pour lutter contre la pédophilie en ligne. Et nous pensons qu'on peut travailler avec eux aussi contre les sites radicaux et le matériel, le contenu radical en ligne. Nous avons depuis 2010 travaillé là-dessus. Nous avons fait supprimer 72 000 sites ou contenus radicaux en ligne. Je n'exclus pas du tout l'idée de législation, mais ça peut être long et compliqué. Et dans le court terme, il faut travailler en accord avec ces sociétés qui, quand même, ils ont leurs valeurs, leurs normes. Ils sont capables d'accepter que ce n'est pas bon pour leur business d'héberger les terroristes ou les gens qui prêchent le radicalisme. Alors, travaillant en volontariat, peut-être avec la législation en dernier recours si nécessaire. Merci beaucoup. Ça, je ne sais pas. Mon collègue expert, plus expert que moi, dit oui plutôt, monsieur le sénateur. Merci, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas, à vous. Merci beaucoup, madame la présidente. Quelques réponses aux questions qui ont été soulevées. Évidemment, on a parlé de la coopération européenne. Ça existe, heureusement. Et on ne sait pas tout, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contacts entre les services concernés, c'est clair. En plus, il y a les réunions de nos collègues à Bruxelles. Alors, sur ce plan-là, je crois qu'on fait déjà le nécessaire sans qu'on soit forcément au courant de ce qui se passe tous les jours. Pour les questions de finances, bon, je ne peux que parler pour les Pays-Bas, bien sûr, mais on a créé chez nous ce qu'on appelle une Financial Intelligence Unit. C'est une unité sur le renseignement financier qui fait une contribution sur le plan national et international en ce qui concerne le financement de terrorisme. Et cette institution, cet organisme partage des renseignements confidentiels avec des banques et enfin, comme vous avez dit, Western Union, etc., pour leur mettre dans une position de reconnaître des transactions qui sont peut-être suspectes. Alors, sur ce plan-là, il y a quand même des mesures assez concrètes qui ont été prises. Deuxième point, les imams. Il y en a dans la prison. Enfin, je tiens quand même à le dire. On trouve des aumôniers et des imams. Il y a 7 en fait religions qui sont représentées dans la prison. Les protestants, les catholiques, islamistes, humanistes, juifs, bouddhistes et hindouistes. Alors, ce plan-là, je crois qu'on a fait le nécessaire. Et il y en a qui sont payés par l'État. Il y a des imams dans les prisons payés par l'État. Et d'ailleurs, il y a aussi des imams dans l'armée, bien sûr. Alors, sur ce plan-là, on fait le nécessaire. Et là, je crois que ça aide vraiment à accompagner les détenus qui sont dans les prisons. D'ailleurs, c'est un processus qui est fortement réglementé, vous vous imaginez. Troisième point qui a été soulevé, bien sûr, c'est la prévention, le contre-discours. J'en ai dit quelques mots dans mon introduction tout à l'heure. Je voudrais quand même souligner que le travail le plus important ici est à faire par les communes. Il y a le maire qui était là, d'une des villes tout près de Lyon. Mais là, effectivement, le travail se fait. C'est dans les communes, avec une coopération très étroite, bien sûr, avec le maire, les élus, les gens qui font l'éducation. Et là, comme je dis tout à l'heure, on met à la disposition de ces communes des moyens financiers aussi pour avoir des programmes aussi sur Internet pour expliquer ce qui se passe et pour tenir aussi ce contre-discours. Par exemple, et là je cite quelques mesures qui ont été prises, on donne de l'information sur la façon dont les jeunes sont recrutés pour expliquer aux gens
ce qui s'est fait, ce qui, évidemment, pour expliquer aussi les dangers qui vont avec ce processus. On veut démasquer les initiatives et les manipulations qui sont faites pour convaincre les gens d'une idéologie qui est bien sûr très dangereuse. Et un troisième point qui tombe sur cette activité-là, évidemment, on veut montrer les expériences négatives des gens qui sont partis et qui sont peut-être rentrés aux Pays-Bas. On veut montrer aussi aux jeunes qu'est-ce que cela veut dire si vous partez faire la lutte, etc., ailleurs. Alors tout ça fait partie de ce contre-discours. Évidemment, on essaie de faire ça dans une coopération très étroite entre la communauté musulmane et les autorités concernées. Et on cherche vraiment aussi ils ont appuyé les initiatives de ces communautés musulmanes pour leur appuyer dans leur démarche, parce que c'est encore mieux si eux le font eux-mêmes, pour dire aux gens, aux jeunes, etc., attention, c'est dangereux, il ne faut pas se tromper sur ce qui se passe, etc. Et là, je crois que, bon, c'est la façon, enfin, disons, un des moyens les plus importants pour éviter qu'il y a ce réseau, ce sol nourricier qui est là, qui n'est pas uniquement là pour recruter des gens, mais pour avoir aussi, disons, un environnement propice à le discours djihadiste, etc. Merci beaucoup. Il nous reste le financement des lieux de culte. Oui, ça existe. Ben, on ne l'interdit pas. On accepte d'autres choses, hein, mais on n'interdit pas. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, à vous. Merci, madame. Je vais être très bref. Sur les contrôles des flux financiers, nous avons un mécanisme qui s'appelle CEPLAC, qui se ressemble énormément et presque identique au TRACFIN que vous avez ici en France. Presque identique. Et ça fonctionne. En même temps, avec cette réforme du code pénal dont j'avais parlé dans mon intervention, il y a une modification prévue de l'article 176, précisément pour identifier les délits de flux irréguliers des financiers, enfin pour établir des peines dans les nouveaux codes pénals. Aussi, pour ce qui est du financement des mosquées, oui, l'État permet de pays étrangers financer des mosquées en Espagne. D'ailleurs, il n'y a qu'un pays qui a financé les mosquées, et nous les connaissons tous, si vous voulez, nous les nommons, hein, c'est l'Arabie Saoudite. Hein, mais il y a un contrôle. Ça veut dire qu'on autorise le financement des mosquées, mais pas l'établissement des mosquées partout. Hein, tout simplement dans des endroits où la population musulmane est significative, chose qui, évidemment, n'est pas évidente dans beaucoup d'endroits où nos amis saoudiens ont voulu financer des mosquées. Et aussi, pour les imams, nous n'avons pas de formation d'imams, mais nous sommes très attentifs aux imams qui travaillent aux pressions. On essaye de trouver les plus modérés et les plus raisonnables. Et évidemment, nous avons la liste d'imams radicaux, ils sont tous écartés des prisons. Merci. Pardonnez-moi, mais vous écartez les plus radicaux, mais vous avez des imams ou vous avez du personnel musulman à l'intérieur de votre ministère de l'Intérieur qui permet de dire quel est le bon imam du mauvais, parce que si vous n'avez pas de formation, nous n'en avons pas non plus. Comment vous sélectionnez les imams qui vont notamment en prison? Ça, c'est une vraie difficulté. Moi, je crois, Madame la Présidente, j'ai l'impression que les services de renseignement espagnols s'occupent de ça, et de façon très sérieuse. Hein. Et je crois qu'ils sont tous identifiés. Évidemment, notre tâche est plus simple que la vôtre, parce que le nombre de musulmans en Espagne n'atteint pas les nombres de musulmans en France, mais de toute façon, il y en a presque 1 million de musulmans en Espagne, et les services de renseignement sont très, très bien informés de ce qui se passe dans les communautés musulmanes, précisément parce que nous savons
que ça c'est le radicalisme dans les mosquées et les madrasas, les écoles, c'est vraiment les germes de tout le terrorisme islamique. Alors, évidemment, les gens qui sont envoyés aux prisons sont des gens qui ont déjà passé des filtres et qui ont été identifiés comme des gens raisonnables. La réponse qui consiste à dire les services de renseignement me semble une très bonne réponse, mais je crois que nos amis britanniques ont, eux, embauché des imams au sein du Home Office de façon à faire la sélection de ce qui m'avait été comme consultant, voilà, ce qui était aussi une option. La présidente, je pense que nos 2 ambassadeurs des Royaumes-Unis, des Pays-Bas, ont bien dit qu'ils étaient pour le PNR tout à l'heure. Et pour l'Espagne, pour les Pays-Bas, vous êtes pour? C'est les plus forts défenseurs du PNR. Le PNR et l'Espagne est le plus fort défenseur, et monsieur l'ambassadeur, pour les Pays-Bas, même chose. Merci beaucoup. Hein. Madame l'ambassadrice du Danemark, à vous. Merci. Faites-nous rêver. Merci, Madame la Présidente. Je vais me concentrer sur le point où j'espère être utile pour ce débat. Alors, PNR, le Danemark est pour, mais le Conseil, comme vous le savez, n'est pas le problème, c'est le Parlement. Et ça persiste même après Charlie. Et c'est ça le problème. Surveillance de réseaux financiers, c'est très, très intéressant. Comme vous tous, nous avons aussi quelque chose comme le Financial Intelligence Unit, et ça marche très bien. Mais est-ce qu'on pose des vraies questions? Parce que une des leçons, je crois, c'est trop tôt à le dire, mais une des questions on peut tirer des attentats de Copenhague, c'est qu'il y a des liens entre le banditisme et la radicalisation. Il y a même des liens entre les délits banals et la radicalisation. Et si on ne pose pas des questions correctes, on ne regarde pas ce qu'il se passe vraiment, même si on a des outils. Parce que ce qui est en libre circulation, malheureusement, c'est de l'argent et des armes. Schengen, madame. On est en train d'étudier avec beaucoup de créativité comme juriste, parce qu'il faut vraiment être un juriste créatif pour trouver comment est-ce que Schengen peut être utilisé dans des cas extrêmes comme nous vivons pour le moment. Et on n'espère pas, comme Européens, que Schengen est vraiment quelque chose qui est presque anachronique de notre temps. Et ça, c'est une étude qu'on fait à Copenhague, et peut-être exactement pour défendre l'Europe, ça doit être une étude qu'on puisse faire ensemble, parce que sinon, c'est les eurosceptiques qui vont utiliser ça comme argument contre la libre circulation des personnes et spécialement Schengen. Schengen, c'est un problème, mais on croit qu'il y a des solutions, mais il faut vraiment être pas trop orthodoxe. L'éducation d'imams, une autre question très, très pertinente. On a discuté ça longtemps au Danemark. On a réfléchi très concrètement de le faire même en 2003, une fois encore en 2013. Mais c'est difficile, c'est très, très difficile, parce qu'il faut être en dialogue, même pas avec les imams ou les étudiants d'islam à Copenhague, mais aussi d'autres pays. Mais maintenant, on sait qu'il y a une grande majorité de la population au Danemark qui dit exactement ça, qu'il faut avoir cette éducation. Et si
je fais l'argumentation que ce qui fait vraiment le ADN du Danemark, c'est l'éducation. Ça s'applique bien sûr aussi concernant l'imam. Et comme en Pays-Bas, il y a des imams dans les pressions payés par l'État, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment les sources avec l'autorité. En pression, c'est un autre monde, c'est une autre culture. Il faut être là et très très proche. Plus d'Europe, oui, peut-être. Et c'est pas parce qu'il y a toujours 49% de Danois qui sont un peu réticents, pas du tout. C'est notre côté très pragmatique. C'est facile de dire plus d'Europe, mais quoi? Parce que les solutions se trouvent souvent très très près des milieux où on produit, entre guillemets, des terroristes. Alors, c'est des solutions locaux ou locales. C'est ça qu'il faut vraiment étudier. Bien sûr, ensemble. Sur l'Internet, nous sommes d'accord. Merci. Et le financement des lieux de culte, Madame l'ambassadeur? Oui, on accepte aussi que c'est fait par des pays étrangers. Merci beaucoup. Monsieur le consul d'Allemagne, à vous. Merci la présidente. Je crois une chose, c'est absolument clair, il ne faut vraiment pas le répéter, mais tout le monde ici, dans cette salle, nous avons un dénominateur en commun qu'il faut vraiment renforcer la coopération européenne et aussi sur le plan international en matière de lutte contre le terrorisme. Bien sûr, il faut trouver les bonnes mesures. Ça, c'est maintenant le défi. Mais à mon avis, on a aussi un bon document de départ déjà, à savoir la déclaration commune du 11 janvier. Vous savez, c'est une déclaration de plusieurs ministres de l'Intérieur d'Europe, aussi, je crois, du ministre de la Justice des États-Unis et aussi le représentant du Canada. Donc, c'est un bon document de départ. Et ce document, ce catalogue, contient déjà beaucoup de priorités que nous avons discutées aujourd'hui, y inclut le PNR, qui est aussi soutenu par l'Allemagne, les mesures contre la radicalisation, les mesures contre les mesures à l'Internet, le trafic d'armes, c'est aussi très important. Et donc, je crois que c'est quelque chose qu'on peut partir là-dessus. En ce qui concerne la coopération avec les représentants islamiques modérés, ça se passe par exemple en Allemagne, dans une université turco-allemande. Je ne sais pas d'autres informations, mais c'est par exemple un bon endroit pour promouvoir la coopération dans ce domaine. Le financement des lieux de culte, c'est aussi possible en Allemagne, mais je viens de le dire déjà qu'il y a aussi ce groupe d'action financière internationale, le GAFI, qui définit les normes internationales destinées à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, on a déjà des moyens. Bon. Oui, le GAFI, évidemment, est bien connu et travaille extrêmement bien. Il n'y a pas de difficulté. Écoutez, merci beaucoup du temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Merci aussi de vos éclairages, parce qu'il est vrai que dans cette commission d'enquête, nous arrivons, après plusieurs mois de travail, à beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. Les réponses sont loin d'être évidentes.
le curseur entre la liberté et la contrainte, le problème de la stigmatisation d'une communauté par rapport aux autres, le problème de l'éducation, évidemment, et nos amis allemands, de ce point de vue-là, fait un travail formidable, notamment avec la communauté turque, avec des livres en turc et en allemand dès le plus jeune âge, ce qui montre l'intégration aussi de cette communauté dans la communauté nationale, et c'est aussi important. Donc évidemment, tous les pans de la société sont touchés. En tous les cas, merci beaucoup pour vos éclairages, merci pour votre temps. Cette audition a été extrêmement précieuse. Merci infiniment.